Bonsoir à tous, bonsoir Francesca Albanese. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici à Tunis. Vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens depuis 2022. Votre mission principale est de vous pencher sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens depuis 1967. Est-ce que c'est osé de dire que cette situation est peut-être la pire depuis cette troisième guerre arabo-israélienne de 1967 ? Absolument oui, c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire de comprendre que on parle d'une violence qui c'est sans précédent, mais c'est aussi bien de qualifier quel type de guerre, dans quel type de guerre on est, parce que on n'a pas deux armées, deux États indépendants et souverains qui se confrontent. C'est plutôt une agression contre une population qui cherche depuis presque un siècle d'avoir sa liberté. Vous êtes régulièrement la cible d'accusations israéliennes d'antisémitisme de la part du gouvernement, surtout, alors que vos rapports s'appuient sur des faits documentés. Est-ce que vous pensez que ces attaques visent surtout à détourner l'attention de votre travail sur les droits humains ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une histoire de longue durée. J'ai toujours trouvé que, spécialement dans les derniers 15 ans, 20 ans, l'accusation d'antisémitisme, qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme vrai, et qui est encore là, et qui est encore dangereux, qui est la haine, la discrimination, le racisme contre les juifs en tant que tels, est utilisé comme un moyen pour distraire les gens des conditions pénibles et inhumaines dans lesquelles Israël force la population palestinienne sous occupation à vivre. C'est une arme de distraction de masse. Et c'est aussi un instrument pour museler les gens, pour leur faire perdre leur crédibilité et aussi la force d'utiliser leur voix. On peut dire aussi que vous subissez, Francesca Albanese, des sanctions économiques, financières. Vous avez parfois du mal à réserver une chambre d'hôtel dans une capitale européenne. Comment est-ce qu'on le vit, ça ? Tout d'abord, il faut encadrer de quoi on parle quand on se réfère à des formes de censure financière contre moi. En tant que rapporteur spécial des Nations Unies depuis 2022, j'ai fait depuis 3 ans la cible des attaques, surtout par le gouvernement israélien et après qui le soutient d'antisémitisme. Quant à savoir, ce que je dis n'est pas contre la religion qui l'État d'Israël professe, c'est contre ce que l'État d'Israël fait. L'antisémitisme n'a rien à voir avec l'application du droit international. On m'accuse de soutenir la violence, d'encourager le terrorisme, mais c'est affreux, indigne et n'a aucune connexion avec la réalité. Et je me suis toujours prononcée contre la violence, n'importe qui, et pour l'application du droit international. Et là, pendant 3 ans, j'ai documenté ce qu'Israël fait, et pas seulement le jour par jour, au mois par mois, mais j'ai décrit le système ou les systèmes qu'Israël et ses complices utilisent pour garder cette occupation. Surtout, dans les derniers 2 ans, j'ai dénoncé des actes de génocide. J'ai expliqué dans quel cadre historique, politique le génocide se manifeste, s'est produit dans un cadre d'occupation coloniale et d'apartheid. Et j'ai aussi expliqué, et ça, c'est ce qu'on ne m'a pas pardonné, que si l'occupation n'a pas vu fin, si l'apartheid continue à être une affaire, un bon business, et même dans les années de génocide, c'est parce qu'en fait, il y a tellement d'intérêts privés, économiques et financiers qui soutiennent ce régime politique et qui en tirent profit en fait. Et là, mon avant-dernier rapport portant sur l'économie d'occupation qui s'est transformée dans une occupation de génocide a mené l'attention sur pas mal d'entreprises américaines, mais entités même des universités
agences immobilières font partie d'un circuit d'exploitation du peuple palestinien. Et ça m'a amené à un acte sans précédent, en fait. Des mesures qui ont été pour la première fois infligées contre un fonctionnaire ou un expert, une personne liée aux Nations Unies et protégée par l'immunité diplomatique des Nations Unies. Et pour avoir dénoncé ce qu'Israël fait avec la complicité des États-Unis. Et qu'est-ce que ça signifie être sanctionné par les États-Unis? Signifie qu'il met bien tout ce qui je possédais aux États-Unis, où j'ai vécu, où j'ai eu mon premier enfant, ma fille, mon premier enfant et tout, a été coupé. Mes relations avec tout acteur qui vit au travail aux États-Unis a été coupé. Et quelconque, n'importe quelle personne ou quelle institution qui s'engage avec moi d'une façon vaguement économique peut être sanctionné jusqu'à $1 million et à 20 ans en prison. Et ça veut dire que je ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Nulle part, pas seulement en Amérique, en Europe, parce qu'en Europe, même ailleurs, parce que les banques risquent des sanctions secondaires par le système, par l'administration américaine. Et comment vous expliquez, Francesca Albanese, ces attaques incessantes, pas seulement contre votre propre personne, mais aussi contre le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres? S'ajoute à cela l'arrivée de Donald Trump, qui ne vous aime pas. Est-ce que vous considérez que le système des Nations Unies, qui a été créé il y a 80 ans, est en danger aujourd'hui? Le système des Nations Unies est carrément en danger. On le voit quand un État comme Israël est permis, en pleine impunité, d'attaquer, de bombarder des écoles, des centres de distribution, même des refuges des Nations Unies dès qu'ils abritent des déplacés. Ça s'est passé à Gaza. On a attaqué même une mission de paix des Nations Unies au Liban. N'importe qui, du secrétaire général, le relateur des Nations Unies, qui ont parlé de génocide, d'apartheid, se sont vus traités en tant qu'antisémites. Israël a passé des lois qui, de facto, prohibaient aux Nations Unies, à savoir à UNRWA, d'opérer dans les territoires palestiniens occupés. Mais même, je trouve que les Nations Unies en tant que telles sont menacées par les attaques des États-Unis qui menacent d'enlever les financements et tout. C'est la crise la plus grave du multilatéralisme depuis 80 ans. En juillet 2004, vous publiez un rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ». Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a encore des milieux aujourd'hui, Francesca Albanese, qui refusent de reconnaître l'existence d'un génocide à Gaza? La première fois que j'ai dénoncé le risque de génocide avec d'autres experts indépendants des Nations Unies, c'était le mois de novembre 2024. C'était un avertissement. Depuis le mois de novembre 2023. Après, suite à un procès commencé par l'Afrique du Sud, même la Cour de justice internationale a reconnu le risque de génocide le mois de janvier 2024. Et c'était le signe pour déclencher des actions. C'était la mise en garde du système qui n'a pas réagi. Après le mois de mars 2024, j'ai dénoncé dans mon rapport Anatomie d'un génocide le fait que je voyais des actes qui étaient conformes à la définition de génocide selon la Convention sur le génocide de 1948. Et depuis là, la documentation, les preuves ont continué à augmenter. M'a rien empêché à Israël d'arrêter son attaque qui continue sous nos yeux aujourd'hui, même si l'Occident, guidé par les États-Unis, ont décidé que le mot imposé est de cessez le feu et de paix, et qui est vraiment très mal placé. Et l'Occident a décidé qu'on ne peut plus parler de quoi que ce soit, de violence contre les Palestiniens à Gaza, même en Cisjordanie. Et si on parle du bilan effarant de cette guerre depuis 26 mois, est-ce qu'il est vrai que le vrai bilan des morts palestiniens pourrait dépasser les 70 000 si on comptait les disparus? J'entends par là ceux qui sont encore sous les décombres. Carrément, je le dis, on a des chiffres
qui ne sont sûrement pas mises à jour parce que les 70 000 qu'on dénonce sont des 70 000 dont l'identité est certaine. Et même il y a un rapport qui est sorti, qui a été fait sortir de l'armée israélienne qui reconnaît que le 93% des victimes dans le conflit à Gaza sont des civils. On parle de 70% de morts qui sont des enfants et des femmes. Et pas pour dire que les hommes sont tous impliqués dans des actes de résistance, qu'à savoir, il faut aussi interpréter, est-ce que la résistance, c'est forcément raison qui légitime une guerre? Pas vraiment selon le droit international. Alors je trouve que c'est vraiment une chute et un déclin insouffrable du système international. Ne pas oublier aussi le bilan effroyable des journalistes assassinés, plus de 200 depuis octobre 2023. Le ciblage des journalistes est un crime de guerre. RSF a déposé 4 plaintes à la CPI depuis octobre 2023. Est-ce qu'il y a une chance un jour que les responsables israéliens puissent ne plus échapper à l'impunité? Je l'espère, c'est ce que je souhaite voir comme conséquence et résultat, un des résultats de cet engagement du mouvement pour les droits humains, pour la justice en Palestine. On ne peut pas dépasser ce génocide en procrastinant l'impunité qui a été la règle en Palestine depuis, même avant la création de l'État d'Israël, depuis la colonisation britannique. On est à un moment de choix, on est vraiment suspendu entre l'espoir et l'abîme, c'est vrai. Et je trouve que la justice est nécessaire. Mais non, dès qu'on est aussi dans une phase où la justice internationale elle-même est prise en otage avec les sanctions contre les procureurs, les juges de la Cour pénale internationale, une attaque continue contre la justice n'importe où, même penser aux avocats, aux juristes qui essaient de porter plainte contre la répression du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Tout ça est un signe d'une perte de vue de ce qui est la justice comme pilier pour sauver tous et tous. Est-ce que vous croyez à une reconstruction de la bande de Gaza sur un délai court ou long? Parce qu'on a souvent ironisé sur la Riviera telle que proposée par Donald Trump. Ça vous inquiète, ce genre de discours, ou vous dites que ce n'est pas très sérieux? Moi, le mois de février 2025, le lendemain que le président américain Donald Trump avait annoncé ce Riviera Plan pour Gaza, je dis c'est irresponsable, c'est immoral, c'est illégal, parce qu'en fait, on doit d'abord répartir du fait qu'il y a eu des crimes absurdes, horrifiques à Gaza, horribles qui se sont passés à Gaza, mais même en Cisjordanie. On doit jeter de la lumière, on doit accepter ce qui s'est passé et on doit faire justice. C'est ça. Bien sûr, on doit penser à reconstruire Gaza, mais pour moi, reconstruire Gaza, c'est d'abord la destruction de la vie qu'on a détruite. Qu'est-ce qu'on fait avec le 1,9 million personnes qui sont encore à Gaza? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là qui se sont échappés de façon rocambolesque et très douloureuse aussi de la bande de Gaza? Surtout, ça m'inquiète d'imaginer la reconstruction de Gaza sur une scène qui est la scène d'un crime, parce que collectivement, bien sûr, on a commis des crimes de guerre infinis, mais si on comprend la totalité des crimes, ce qui lie la totalité des crimes contre la totalité des Palestiniens en tant que tels, de la totalité du territoire qu'Israël a décidé doit être nettoyé ethniquement des Palestiniens, on voit l'intention de détruire un peuple, et c'est ça le génocide. Vous dénoncez régulièrement le rôle des multinationales dans ce que vous qualifiez d'économie du génocide. Que voulez-vous dire exactement par là? Comment c'est possible que la banque valeur d'Israël, non pardon, comment on dit la stock exchange? La bourse. Pardon. Oui, comment on explique que la bourse de Tel Aviv a continué à augmenter sa valeur
malgré le fait que pour des milliers d'Israéliens et Israéliennes, il n'y avait plus de quoi vivre, ils avaient besoin d'aide, les salaires s'étaient échoués et tout. Comment ça se fait que la bourse a continué à s'enrichir? Parce qu'il y a une économie, il y a toujours une économie de guerre, il y a toujours des ressources exploitées où il y a des guerres. Ça, on le sait, il y a beaucoup de littérature sur ça. Il y avait déjà une économie d'occupation qui était déjà documentée avant le octobre 2023. Mais moi, j'ai repris cette littérature, j'ai expliqué de façon simple selon la lentille du droit international et après j'ai expliqué, surtout en donnant des exemples des acteurs prenants, comment ça se tient que cette occupation s'est convertie dans un génocide et l'économie de l'occupation s'est bien gardée de se traire, mais est devenue la structure porteuse d'une économie de génocide. Et cela nous amène à parler du boycott, Francesca Albanese. Est-ce que le boycott de grandes marques comme à tout hasard, par exemple KFC ou Starbucks ou autres, contribue vraiment à réduire le soutien à Israël ou c'est plus symbolique qu'autre chose ? Non, je ne trouve pas que c'est symbolique. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, ce sont les États, en premier lieu, qui doivent couper les relations économiques avec Israël. Ça, c'est ce que le droit international dit, et c'est la Cour de justice internationale elle-même, que dès qu'elle a sorti sa décision le mois de juillet 2024 en disant l'occupation est illégale. Ça constitue une forme d'agression contre le peuple palestinien, de le territoire palestinien occupé depuis le 1967. C'est pour ça qu'Israël doit retirer les troupes, arrêter la colonisation, démanteler les colonies, arrêter l'exploitation des ressources économiques palestiniennes. Et là, il a rappelé toute la communauté internationale de leur obligation, de l'obligation des États de ne pas aider, de ne pas soutenir de n'importe quelle façon Israël. Les États doivent couper ces relations, surtout les relations militaires, les achats, les ventes d'armement. Et ça, c'est une obligation incontournable. Bien sûr, dès qu'ils ne le font pas, il y a un pouvoir on doit activer et qui est en train de s'activer auprès des citoyens et citoyennes qui peuvent choisir de ne plus acheter des produits et des services comme Airbnb, Booking.com connectés à l'économie d'occupation. Vous avez été la candidate des peuples opprimés et des épris de liberté pour le prix Nobel de la paix 2025. Vous aviez un concurrent de taille, Donald Trump, Madame Albanese. Comment vous avez vécu cette vague de sympathie envers vous pour le prix Nobel de la paix ? Bien sûr, je vis avec un sentiment de sympathie envers les gens qui soutiennent mon travail, qui, à savoir, un travail fait de sacrifices. C'est comme si je n'avais pas choisi. J'étais la relatrice spéciale des Nations Unies à un moment où la violence de l'apartheid s'est transformée dans une violence génocidaire. Moi, je continue à faire ce que la loyauté au droit international m'impose. Rien que ça. Et j'étais, comme on l'a dit, victime et cible d'attaques sans précédent. Mais bien sûr, je suis aussi quelqu'un qui se trouve en difficulté à voir l'attention sur elle-même. Et je le dis, on ne doit pas parler de moi, ce n'est pas moi la nouvelle, ce n'est pas moi l'héroïne, ce sont les Palestiniens qui sont en train de se faire génocider et ils n'ont même pas l'espace pour se faire entendre. Moi, je n'ai pas envie d'être la voix des Palestiniens parce que les Palestiniens ont une voix très forte qu'on décide de ne pas écouter. Moi, je suis seulement, à ce moment-là, la voix du droit international dans le territoire palestinien occupé. Et à ce propos, beaucoup de pays européens, dont votre pays, l'Italie, mais aussi l'Allemagne, sont accusés d'être des soutiens à Israël, aussi un des derniers pays à appeler à un cessez-le-feu, on se souvient très bien, en 2023 et 2024. Est-ce que la politique italienne au Moyen-Orient vous choque, Francesca Albanese ? La politique italienne au Moyen-Orient est décevante. Elle vous déçoit ? Bien sûr, parce que moi je me suis formée dans une Italie qui était vraiment différente par celle-là. Nous, on a souffert 20 ans de gouvernement Berlusconi qui, même à travers le contrôle de télévision et des médias, a beaucoup changé la capacité du peuple italien de s'informer et de se former. Mais je trouve que, moi je ne veux pas accuser la population en général, non, je trouve que aujourd'hui la responsabilité est du gouvernement.
celui-là actuel, mais même les gouvernements précédents, ce qu'on a fait au Moyen-Orient, ce n'est pas autant noble que les politiques qui ont mené il y a 40 ans, où on s'engageait avec une voie diplomatique et politique visant au maintien de la paix sur la base de la justice. On a toujours défendu en Italie le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, le droit de réfugiés, tout en étant que l'Italie ne se disait pas un ennemi de l'État d'Israël. Et ça, c'est très important. On doit revenir à un discours qui est centré sur le droit international. C'est la seule façon de s'en sortir de manière pacifique et, je dirais pas sans douleur, mais quand même sans conflit de cette confusion qui est franchement embarrassante. Quand vous appelez à mettre en place un plan pour mettre fin à l'occupation coloniale israélienne et au régime d'apartheid, vous ne dites pas, est-ce que vous ne pensez pas que toute la classe politique israélienne, en fait tout parti confondu aujourd'hui, sont d'une telle radicalité qu'il n'y a plus de vrai espoir que demain, il y ait une classe politique israélienne qui accepte la paix? Est-ce que vous avez de l'espoir dans cette direction, Francesca Albanese? Toutefois, où il y a de la résistance pacifique à l'oppression, à l'abîme moral, il y a de l'espoir, il y a de l'oxygène. Et moi, je vois une société israélienne en souffrance. Moi, je dis il faut aussi comprendre le traumatisme qui a été infligé psychologiquement à ce peuple, que je ne justifie pas, hein, mais ils sont, quand je vois des gens, des jeunes, très jeunes en plus, qui se font les exécuteurs matérieux d'un génocide. Et après, de plus en plus, on entend des ex-soldats, des réservistes qui disent « Nous, on a commis des actes inhumains, on les a traités tous en tant de cibles, même les mineurs. » C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est une petite conscience qui se réveille, mais il ne faut pas oublier, il y a des Israéliens et des Israéliennes contre l'apartheid. Moi, je travaille avec eux, c'est-à-dire, je suis en contact avec eux dès le début de mon mandat, dès le 2022, et je dis, avec ces Israéliens et ces Israéliennes, il faut travailler. Parce que vous voyez, le boycottage, le désinvestissement, les campagnes pour les sanctions sont des actions. Mais la stratégie de décolonisation dont on parle doit être une vraie stratégie, c'est-à-dire, la décolonisation nécessaire dont on parle doit être accompagnée par une stratégie qui porte aussi sur une vision du futur. Qu'est-ce qu'il va se passer aux Israéliens et aux Israéliennes? On n'est pas dans surtout moi, mais aussi le peuple palestinien, ils disent on veut une situation digne et équitable. Laissons tomber maintenant la discussion sur la forme d'État qui est très importante, mais il faut avoir une situation digne et équitable entre la Méditerranée et la rivière pour tous et toutes, n'importe la religion, les juifs, les musulmans, les chrétiens, ceux-là qui n'ont pas de religion. Et c'est ça. Après, la forme de l'État, on doit la faire décider aux gens qui sont là. Mais c'est ça, il faut aussi s'imaginer un État sans apartheid. Un État sans apartheid se construit aussi avec les Israéliens et les Israéliennes. Et c'est pour ça que je dis il faut bâtir des ponts et franchir les murs. Vous rappelez ce rapport de l'ONU qui révèle que l'offensive israélienne à Gaza, avec la destruction des systèmes de santé, d'éducation, infrastructures et même système bancaire, a anéanti 69 ans de développement humain, marquant ainsi le pire effondrement économique jamais enregistré. Est-ce que vous pensez que Gaza et la Palestine peuvent survivre à cela? La Palestine, bien sûr, va survivre. La Palestine, en tant que peuple palestinien, va survivre. Moi, je dis toujours aux Palestiniens, n'ayez pas peur parce que vous avez déjà écrit une page incontournable de ce chapitre horrible de l'histoire qui veut voir la victoire d'une idéologie ultralibériste qui ne fait pas attention aux gens et poursuit un profit, poursuit des profits sans se soigner des gens. Mais ce qui va se passer à Gaza, je ne peux pas le dire aujourd'hui, parce que quand je vois les scènes de ce qu'on a fait à Gaza, quand je pense à l'écocide qui a été commis à Gaza, et je commence à comprendre l'impact
dans la durée. Je dis, je ne sais pas comment on va reprendre la vie à Gaza, mais ce pour lequel le mouvement pour les droits humains et la justice dont je me trouve à faire partie, on se batte, c'est pour sauvegarder la Palestine qui reste aux Palestiniens. Ça, c'est en danger. Est-ce que vous approuvez, Francesca Albanese, la résolution 2803 du Conseil de sécurité relative au plan de paix pour Gaza qui a été votée le 18 novembre 2025 ? Vous me posez une question très difficile là, parce que je ne sais pas moi d'approuver ou désapprouver. Juste avoir votre avis. Oui, non, je vous le dis franchement, je commence de cette façon pour vous expliquer le dilemme que cette résolution représente pour moi. Et j'ai sorti dans les dernières 24 heures après l'approbation de cette résolution un communiqué qui disait je reçois de bonne foi la nouvelle que le Conseil de sécurité finalement s'occupe de Gaza, mais je ne trouve pas que cette façon c'est la bonne. Si le but c'est de garantir la paix, c'est la catastrophe pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, au moins dans le court et moyen terme, parce que ce sont où les Palestiniens, c'est où la protection des droits qui ont été brisés, c'est où les assurances, sont où les assurances pour la justice criminelle, la justice civile. On a tout détruit. Est-ce que c'était nécessaire? Bien sûr que non. Mais ça dépend, c'était quoi le but de cette destruction totale. Et je ne trouve pas que cette résolution sert vraiment à bâtir la paix si on remet l'administration dans les mains de ceux qui ont contribué à détruire et pas arrêter la destruction de Gaza. Vous parlez de l'autorité palestinienne? Non, je parle d'une autorité internationale. Je parle des États-Unis. Pourquoi les États-Unis doivent être les administrateurs de Gaza? Mais ce n'est pas conforme au droit international. C'est une forme de protectorat. Le 2025, quand les Palestiniens, c'est très clair dans le droit international, ont le droit à l'autodétermination. Il ne doit pas être géré, ils sont capables de se gérer tout seuls, mais il doit avoir les conditions pour se remettre debout, vous voyez. Et là, je trouve très triste que le choix de beaucoup de pays avec lesquels je me suis confrontée, qui ont voté cette résolution, qui a été aussi approuvée par l'autorité palestinienne, est un peu abordé avec l'esprit « on fait ce qu'on peut ». Mais non, les États-Unis vont dans cette direction, on ne veut pas s'en sortir, alors déjà ça, c'est une démarche. Oui, c'est une démarche, mais vers où? Et là, je ne suis pas optimiste. Il n'y a pas un point positif sur le fait que pour la première fois, il y a une allusion à un État palestinien reconnu donc par les États-Unis. Est-ce que vous n'y voyez pas un point positif? Bon, moi je suis quelqu'un qui regarde les développements au quotidien dans un contexte historique. Comment je faisais le 14 octobre 2023 à dire ce que je dis, à alerter la communauté internationale 7 jours après le 7 octobre. Et c'était dur, je me suis fait accuser et vilifier d'une façon sans précédent pour avoir dit ça et avoir critiqué l'utilisation de l'invocation du droit à la légitime défense d'Israël, parce que j'ai dit Israël va profiter de la guerre pour tout détruire, pour déplacer les Palestiniens et pour, comment on dit, et pour enterrer ce qui reste du droit à l'autodétermination, qui est le droit des Palestiniens, du peuple palestinien, à exister sur la terre qui leur reste. Et comment je le faisais? Parce que l'histoire parle de ça. 1947-49, un plan de défense de la présence, disons, des Juifs en Palestine, des Juifs qui venaient d'Europe en Palestine, qui bien sûr avaient besoin de protection. Ça, c'est clair, parce qu'il était persécuté partout en Europe. Même après l'Holocauste, c'est pas que les Juifs et les Juives européennes avaient vraiment tout ce monde que les embrassait et disaient les pauvres survécus à l'Holocauste, on les protège. Non, ils avaient nulle part où aller, ils se sont retrouvés en Palestine, mais il y avait déjà un plan
de prise de la Palestine pour un État juif, et que ce soit des juifs eux-mêmes. On a détruit 500 villages, des dizaines de villes, on a chassé 750 000 Palestiniens, Arabes de Palestine qui n'étaient pas juifs. Ils restent réfugiés, une partie de la diaspora. Comment je faisais à le savoir? Parce que voilà, ça s'est passé le 47-49 et ça s'est passé aussi le 1967, quand Israël a occupé la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Il a commencé l'annexion de Jérusalem, il a détruit beaucoup de villages, il a commencé à bâtir des colonies et voilà le point. On parle de processus de paix depuis presque 35 ans et la paix s'est accompagnée à la colonisation continue. Les colonies, il y a 35 ans, étaient 80, 90. Aujourd'hui, ils seront plus que 300 pour 800 000 Israéliens qui vivent dans le territoire palestinien occupé. Et là, oui, la reconnaissance, alors je viens à la question. Là, pourquoi je dis que un plan de paix qui ne suit pas ce que la Cour de justice internationale a demandé, la libération du territoire palestinien occupé de l'occupation, n'est pas une bonne démarche. Bien sûr, on peut reconnaître l'État palestinien, mais ça signifie protéger le droit à la non-interférence, à l'intégrité territoriale, à la légitime défense du peuple palestinien. Moi, je ne vois pas ça. Bien sûr, les États qui ont reconnu l'État palestinien, est-ce qu'ils sont en train de se battre pour l'intégrité territoriale des territoires palestiniens occupés? Ça ne me semble pas. Les colonies continuent, la violence des colons est sans frein. Et c'est très dangereux de se concentrer sur la situation politique, là, qu'on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe aux gens qui doivent faire partie et profiter un jour de cette situation politique. Merci Francesca Albanese d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Merci de nous avoir reçus ici à Tunis. Merci. Merci à vous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.